Bonsoir à tous. Je vais donc vous présenter les enjeux de la transformation digitale, des enjeux qui sont très très importants parce que tout le monde est concerné, les individus, les entreprises, surtout, et bien sûr toute la vie sociale. Donc nous entrons dans un nouveau monde. Mais malheureusement, nous sommes encore accrochés et ancrés dans celui de la révolution industrielle. Et nous avons du mal à nous en sortir. C'est pour ça qu'il est difficile de concevoir quels sont les enjeux futurs qui nous attendent. Donc, conformément à mon approche, je pense que le principal enjeu, en fait, c'est la poursuite de la complexification de notre univers. Et comme nous faisons partie de cet univers, forcément on se doit de plier à ces lois, autrement dit, c'est quelque chose dont on a hérité et qui nous oblige, oui, à rentrer dans le système. Je rappelle que les autres caractéristiques de l'univers sont la tendance à l'expansion et la tendance à la fragmentation. Et ces deux tendances sont importantes parce que grâce à la fragmentation et à l'expansion, on aboutit à justement la complexification. Il faut multiplier le nombre d'éléments et les relations entre ces éléments. Donc, c'est la base de la complexité. Et donc la question qui se pose, c'est justement, est-ce que les sociétés vont-elles favoriser la complexification ou vont-elles la freiner? C'est tout l'enjeu qui se pose à nous. Alors, il y a de quoi se poser la question, parce que Joseph Schumpeter, un économiste, a montré que, en fait, toute évolution se traduit par des processus de destruction créatrice. Et donc, qui dit destruction dit qu'il faut abandonner quelque chose, qu'il faut faire le deuil de quelque chose, et on n'est pas toujours prêt à cela. Comme on verra, il y a ce qu'on appelle en psychosociologie, des résistances au changement. Donc la révolution numérique, en fait, comme toute révolution, bouleverse absolument tout. Et donc il n'y a plus de repères. C'est pour ça qu'on résiste en général au changement, parce qu'on a une peur de l'inconnu. On perd un peu ce que l'on a, on n'a pas encore quelque chose. D'ailleurs, si tout va mal en ce moment, enfin tout va mal, j'exagère peut-être un peu, mais si on dit qu'il y a des problèmes de l'enseignement, s'il y a des problèmes de la santé, s'il y a des problèmes en matière de représentation politique ou de démocratie, etc., ben c'est parce qu'on est justement entre deux mondes et que l'on n'a pas encore opté pour le nouveau, totalement. Donc il est difficile de suivre une logique quand il n'y a plus de logique, quand il y a un changement de logique. Donc chaque innovation engendre une résistance pour les uns, comme je viens de dire, et au contraire des innovations pour les autres. C'est-à-dire dire toute la société ne va pas dans la même direction. Certains essayent de revenir vers le passé, d'autres au contraire de se tourner vers l'avenir. Et donc ces petites interactions comme ça entre nous tous entraînent, bien entendu, une évolution. Et donc petit à petit, eh bien, toutes les structures se modifient pour s'acheminer vers ce nouveau paradigme qui sera notre nouveau monde. Alors, pour moi, la première marque de la numérisation, c'est la dématérialisation. La monnaie se dématérialise, la photographie se dématérialise, enfin, le marketing, tous les domaines, les papiers aussi, dans tous les domaines, il y a une dématérialisation. Et ça, c'est important parce que justement, la matière coûte. Quand on parle de matière, pour produire ou pour déplacer, il y a un coût. Alors que quand on est dans le domaine des représentations, ça coûte beaucoup moins, bien entendu. Et donc, ces modifications, cette dématérialisation
permettent une certaine agilité du changement. Il faut que l'on maîtrise petit à petit notre temps et notre espace, qui sont les deux variables fondamentales de notre univers, et ça par la vitesse. Et on voit bien que les choses ont tendance à s'accélérer. Donc, si je pars sur les entreprises, on s'aperçoit qu'elles connaissent de ce fait des gains de productivité, ce qui entraîne une certaine efficacité, des gains de temps aussi, une baisse des coûts, et on voit que cela leur permet aussi de mieux s'adapter aux besoins personnalisés des consommateurs. Donc, comme tu l'as dit, toutes les entreprises, bien sûr, ne font pas le saut vers le numérique, mais certaines le font avec succès et entraînent petit à petit les autres. Donc cela doit entraîner une nouvelle organisation aussi du travail. On voit bien, on commence à avoir du travail à domicile, etc. Et toutes ces nouvelles tâches devraient entraîner une plus grande implication des humains dans leur travail. On va perdre peut-être en termes matériels quelque chose, mais il va y avoir une plus grande implication. Et cette implication, elle, puisqu'on sera détaché des tâches matérielles, ça va permettre aux travailleurs d'exploiter ses ressources mentales. Donc, en particulier, il pourra se permettre de collaborer et de favoriser de ce fait le développement de l'intelligence collective, qui sera là aussi une sorte, bien sûr, d'une marque du progrès. Donc l'économie peut devenir, si on prend un peu de recul, plus productive, ce qui permettra de mieux préserver les ressources rares et de répondre aussi aux défis de la transition écologique. Au niveau social, on constate que la croissance de la subjectivité, qui était déjà en œuvre, et la montée de l'individualisme fractionnent le social, avec l'aide des réseaux sociaux, on a eu l'occasion de le dire, où chacun peut s'exprimer. Maintenant, la parole est donnée à chacun. Mais on s'aperçoit donc que les structures, par exemple syndicales, sont parfois dépassées par ce qu'on appelle leur base. On voit qu'au niveau politique, il y a aussi tout un tas de critiques et que, par exemple, les élections ne sont pas toujours suivies par une grande participation. Donc les structures hiérarchiques d'antan deviennent maintenant plutôt des réseaux, selon la loi de Montcalf. Plus il y a de relations dans un réseau, et plus le réseau devient important et intéressant, et donc plus les gens y adhèrent. On peut aussi souhaiter que, grâce à la communication expurgée et massive, que permet donc toujours la numérisation, alors même si, bien entendu, on parle beaucoup aujourd'hui de désinformation, de fake news, de théorie du complot, etc. Bien sûr, le numérique permettra peut-être d'avoir une approche plus critique par rapport à cela, mais donc on devrait aller vers une communication plus massive et plus expurgée. Et donc ça facilitera la transparence, parce que la transparence permettra de développer la confiance, qui est bien sûr nécessaire à tout développement. Donc on voit que l'État peut aussi simplifier son administration en utilisant le big data et le NoSQL. Bon, on n'en est pas encore là, mais il faudrait y aller dans ce sens, comme les entreprises, bien sûr. Il doit aussi partager ses données. On voit que dans les pays où les États partagent leurs données avec la société civile, les choses vont beaucoup mieux. Et donc cela implique bien sûr une grande réforme de l'État, tant sur la forme que sur le fond.
Et donc, pour y arriver, il faut absolument qu'il fasse recours à la société civile qui pourra l'y aider, il ne peut pas le faire tout seul. Bon, on parle bien de simplification administrative. Quand il y a eu le mouvement des paysans, on en a beaucoup parlé aussi de simplification. Mais il faudra bien y arriver un jour. Donc l'État aussi se doit de développer l'économie de la connaissance, qui était l'objectif de Lisbonne en 2000, si j'ai bonne mémoire, parce que nous sommes entrés dans la révolution numérique, c'est la révolution de la connaissance, c'est l'économie de la connaissance en plein. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Donc il faut bien sûr développer les données, développer l'innovation grâce à cela, développer les compétences aussi, ça fait partie de l'économie de la connaissance, pour accompagner ce changement. Alors on voit aussi que l'enseignement ne peut pas rester comme il est, c'est, comment il s'appelle déjà, Scrum, comment ça se dit exactement, qui était de Stanford, de l'université de Stanford, qui a démissionné, qui a créé Udacity, c'est-à-dire l'ancêtre des MOOC. Et donc il a compris qu'aujourd'hui, il faut que la connaissance soit partout dans la population, et donc il a développé ces MOOC. De même, ça avait été l'objet de ma première intervention dans ce club, il faut développer les serious games, les jeux sérieux. Wikipédia aussi est une grande avancée, puisque tout le monde peut avoir accès à l'encyclopédie assez facilement. Il y a la Khan Academy. Bref, vous voyez que là encore, il faut révolutionner complètement l'enseignement. On ne peut pas rester sur les modes actuels. Alors si on en vient aux individus, maintenant on s'aperçoit que les individus peuvent s'émanciper grâce à la numérisation, par un apprentissage par soi-même. C'est vrai qu'on va voir, on ne peut pas rentrer directement peut-être dans le processus, mais une fois qu'on a quand même quelques bases, on peut s'auto-former et se former avec les pairs. Alors il y a Sugata Mitra, un Indien, qui a eu l'idée de faire des trous dans le mur, et derrière, dans les trous, il mettait des ordinateurs qui n'étaient accessibles pratiquement que par les enfants, autrement dit, il faisait un plafond assez bas pour pas que les adultes puissent y aller. Et il s'est aperçu que les enfants avaient appris l'anglais, parce que comme l'informatique, il y a beaucoup d'anglais, petit à petit ils avaient appris l'anglais, ils avaient appris beaucoup de choses par eux-mêmes. En fait, il a redécouvert ce que Jacques Rancière avait développé bien avant, avec l'idée du maître ignorant. C'était un enseignant qui avait été nommé pour enseigner aux Pays-Bas. On ne connaissait pas la langue, mais bon, il a laissé faire les étudiants qui se sont auto-formés pratiquement, il les a simplement un petit peu aiguillés. Donc, on voit que grâce à tous ces progrès, on peut atteindre un niveau de vie, une qualité de vie meilleure. Le système de santé aussi doit se repenser. On voit bien que ça ne va pas aujourd'hui, et en insistant sur la prévention et l'usage de l'ADN. Jusqu'à présent, l'usage de l'ADN, c'est un tabou, et on ne veut pas s'y lancer trop, alors qu'en réalité, les pays qui ont déjà développé des recherches dans ce domaine s'en tirent très bien au niveau notamment du diagnostic. Mais là aussi, ça rejoint, on a dit, le big data. Et donc, bien sûr, je terminerai par là, pour rendre tout cela possible, il faut que la sécurité soit renforcée à tous les niveaux, pour qu'une grande partie de la population puisse s'associer à cette évolution et éviter ainsi les fractures numériques dont on va reparler un peu plus loin. Voilà. Merci Marc. Merci.